Après d'intenses négociations sur fond de menaces de guerre commerciale, les États-Unis et l'Union européenne sont enfin arrivés à un accord quelques heures avant la date limite qui était prévue. Cette entente prévoit une taxe de 15% sur tous les produits européens exportés aux États-Unis avec quelques exceptions. Et inversement, l'Union européenne ne chargera aucun tarif réciproque. On en parle avec Pierre-Marc Johnson, qui est professeur associé à HEC Montréal, ancien négociateur entre le Canada et l'Union européenne et ancien premier ministre du Québec. Bonjour, M. Johnson. Bonjour, M. Gosselin. Merci d'être avec nous. D'emblée, est-ce qu'on peut parler d'un accord ou est-ce que c'est vraiment un stade d'intention? Qu'est-ce qu'on a annoncé exactement hier entre Mme von der Leyen et M. Trump? Euh, honnêtement, il est très difficile de comprendre de quoi il s'agit parce que les documents officiels qu'on a entre les mains en ce moment, ce sont deux communiqués de presse simplement. Et dans le cas du communiqué de presse qui est sorti de la Maison-Blanche, il y a beaucoup d'emphase sur les grands succès d'un grand président, contrairement à tous les autres présidents. Bien sûr. C'est très propagandiste, hein, il faut le dire. Du côté européen, c'est un texte qui est beaucoup plus sobre et qui évoque quelques-uns des faits, mais on n'a pas beaucoup de faits. Les accords de libre-échange étant assez compliqués. Alors, je pense qu'il serait un peu prématuré de parler d'une grande victoire de M. Trump. Ce dont il n'est pas prématuré de parler, c'est de dire que dans le fond, les choses sont en train de se stabiliser autour de 15% entre l'Europe et les États-Unis, qui est la plus grosse relation commerciale du monde. Hein. Hmm. L'équivalent de 800 millions d'habitants riches avec littéralement là 4 milliards, plus que 4,5 milliards par jour d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc, c'est énorme. Et puis, de savoir que les tarifs n'excéderont pas 15%, c'est déjà au moins une certitude. Deuxièmement, il semble y avoir d'autres certitudes que dans le cas, on va avoir un tarif à zéro dans le cas des avions, des pièces d'avion. Donc, ce qui est une bonne chose, évidemment, pour Airbus, Ouais. y compris la partie nord-américaine Mais ça, indirectement pour le Canada. Je voulais un peu vous entendre. Vous avez été aux premières loges, évidemment, de la négociation entre l'Union européenne et le Canada. L'Union européenne, comme son nom l'indique, c'est une union. Ce sont des pays souverains là, qui en sont membres. Maintenant, Mme von der Leyen a négocié, son équipe a négocié avec la contrepartie américaine. Est-ce que les pays individuels, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, enfin, on peut tous les nommer, est-ce qu'ils sont tenus de respecter cette entente-là maintenant? Est-ce que est-ce qu'ils doivent la ratifier? J'ai cru comprendre qu'en amont là, de la négociation, il y avait quand même des positions très, très, très opposées quant à justement l'intérêt d'avoir ces tarifs entre les pays. Comment est-ce que vous envisagez la suite au niveau de ces pays individuels? Ouais. Alors, dans le cas des tarifs, c'est vraiment de la juridiction de la Commission européenne. Hmm. Et qui a elle-même son processus de gouvernance avec le Conseil de l'Union européenne au niveau politique. On peut prendre pour acquis que sur la question des tarifs, je pense que ça se réglera probablement au niveau du Conseil de l'Union européenne pour diminuer l'incertitude dans le fond. Alors, ce qui concerne d'autres engagements pris par l'Europe, c'est pas mal plus compliqué. L'Union européenne s'engage à ce qu'on achète encore plus d'énergie venant des États-Unis, c'est-à-dire le gaz, ce qui est relié au nucléaire et même du pétrole. Sauf que ça, c'est des décisions qui sont prises par les entreprises et par les pays et non pas par l'Union européenne pour l'essentiel. Deuxièmement, il y a un engagement de l'Union européenne à investir à hauteur dans cette relation commerciale extraordinaire où il y a aussi des investissements assez extraordinaires de part et d'autre de l'Atlantique, où des industries américaines, le secteur financier investit en Europe et la réciproque, évidemment, des Européens qui investissent aux États-Unis. Et on parle ici là de milliards
de De dollars. centaines de milliards de dollars. Et c'est là où je suis un peu intrigué parce que autant au niveau des pays, bon, pour l'énergie, qu'au niveau de la balance commerciale là, que M. Trump jugeait défavorable à l'endroit des États-Unis, tout ça relève aussi un peu ultimement de décisions individuelles, soit au niveau des pays, soit Exactement. carrément Non au niveau seulement des pays, dans bien des cas, ça relève des entreprises. et même des Par individus. exemple, Là, on prendre peut pas. Ouais. l'engagement d'augmenter les investissements européens aux États-Unis, c'est même pas les pays qui vont décider ça. Hmm. C'est les fonds de financement, et ce sont des entreprises elles-mêmes. Alors tout ça, c'est pas du libre-échange, on se comprend, là. Non, Ça c'est relève clair. pas d'un accord de libre-échange. Mais qu'est-ce qui arrive si, parce que là, Mme von der Leyen, elle a serré la main de Donald Trump, puis là, il y a deux communiqués, comme vous le dites, qui n'est clairement pas une entente commerciale de la façon que moi je les comprends, là, ce qui sont des documents exhaustifs, détaillés, etc. Mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, les pays, les entreprises, et je voulais vous amener même sur le terrain des particuliers, là, parce que si on n'achète plus de Tesla, parce qu'on en a contre Elon Musk, ben, ça fait quand même varier la balance des échanges si on n'achète pas la nourriture états-unienne. Qu'est-ce qui arrive si l'Europe ne remplit pas ses obligations? Là? On enlève, mettons de côté le pourcentage, là, mais les obligations d'achat d'énergie, les obligations d'investissement, si dans un an, tout ça n'a pas eu lieu, est-ce que Donald Trump va revenir à la charge et réouvrir le dossier des tarifs? Et comment vous voyez la Ouais. suite un peu? C'est-à-dire que je pense que les équipes de M. Trump, en tout cas ses équipes, sont parfaitement conscientes de tout ça. Et c'est pour ça que ces accords, entre guillemets, sont pas vraiment des accords de commerce, ce sont des règlements sur des objets très précis, y compris des engagements qui sont pris par des autorités dans certains cas qui n'ont pas le dernier mot à dire. Hmm. Alors, euh, bon, mais pour les États-Unis, pour la consommation politique de l'électorat américain, ça se présente bien pour Trump, pour M. Trump, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a quand même une certitude qui est la notion des tarifs à 15 Hein, on a commencé avec 50 sur l'acier et l'aluminium, ça c'est maintenu pour Toujours en l'Europe place. comme pour tout le monde. Ouais. Et ensuite, on a dit 30 et puis là, ce 30-là est passé à 15 avec ce qui est intéressant dans le communiqué des Américains, le 15 dans le cas des médicaments est une chose qui est un plafond, mais en même temps un plancher. Euh, un plancher pas si clair que ça, parce qu'on dit, est-ce qu'il pourrait y avoir des négociations avec d'autres pays qui amènerait des tarifs de moins 15 On répond quelle que soit la négociation avec les autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 15 c'est un maximum. Je comprends. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand Mme von der Leyen, dans son communiqué de presse, dit, ben enfin, l'ajout principal de cet échange avec M. Trump permet d'avoir des certitudes. Alors, il y a une certitude qu'il n'y aura pas, à part de l'aluminium et de l'acier, il n'y aura pas de tarif qui excédera 15 Je comprends. Et il y a des chances il y en a beaucoup qui sont à zéro, qui ont été déjà négociés. Les avions, les produits chimiques, les médicaments dits génériques, les semi-conducteurs Ouais. et certains des produits agricoles. Pour le reste, on est passablement dans le vague. Je voulais vous demander en terminant, M. Johnson, bon, le Canada là-dedans, certains, et je suis toujours un peu, je trouve ça toujours un peu bizarre, là, certains Canadiens se réjouissent là, de l'isolement du Canada en nous disant on vous l'avait bien dit, là, puis ils s'en prennent tout de suite à Mark Carney, etc. Bon, passons là-dessus, mais ça reste que le Canada et le Mexique, d'ailleurs, deux partenaires importants quand même, là, si on les met ensemble, et la Chine, je les oublie presque, mais les trois partenaires très importants des États-Unis sont toujours sans ce fameux deal, hein, cette fameuse entente commerciale. Qu'est-ce que l'entente qui a été... Enfin, les lettres qui ont été émises hier par rapport à l'Europe, qu'est-ce que ça dit sur la suite des choses pour le Canada, pour le Mexique, pour la Chine? Comment vous envisagez, là, on a une échéance à la fin de cette semaine au Canada, comment vous envisagez la suite? Je dirais que ça dit d'abord un chiffre important. 15 va probablement être le maximum sur quoi que ce soit, sauf
l'aluminium et l'acier qui vont faire l'objet de négociations probablement séparées. Donc, ça démontre pour la première fois qu'il y a une certaine souplesse au-delà des chiffres lancés par le président, qu'il y a une capacité de considérer des endroits stratégiques où il n'y aura aucun tarif. Et puis, il faut se rappeler que quand le gouvernement américain dit c'est 15% partout, mais pas sur... le gouvernement américain a quand même très bien expliqué, surtout au tout début d'ailleurs, puis on ne l'a pas repris, que ce 15%, maintenant qu'on sait être 15%, ne s'appliquera pas à ce qui fait l'objet de l'ALENA. Et puis l'objet de l'ALENA C'est beaucoup. couvre essentiellement nos échanges avec les Américains, sauf quelques secteurs qui, c'est vrai, sont sujets à des décisions comme celle de l'aluminium, au nom de la sécurité nationale, et d'autres où ils nous accusent de dumping, comme dans le cas du bois d'œuvre. Mmh. Alors donc, on peut prendre pour acquis que ce qui reste affecté par le 15% et peut-être pas autant que ce qu'on pensait. Mais encore une fois, tout ça ne sera clarifié qu'une fois que la négociation entre Ottawa et Washington sera réglée. Qui, nous dit-on, bat son plein ces jours-ci. Merci beaucoup, Pierre-Marc Johnson. J'apprécie que vous ayez pris le temps dans votre agenda. Je rappelle que vous êtes professeur professeur associé à HEC Montréal, ancien négociateur entre le Canada et l'Union européenne et évidemment ancien premier ministre du Québec. Bonne journée à vous. Merci. Au plaisir.